On va commencer. S'il y a des gens qui vont venir, ils vont toujours pouvoir s'installer. Merci tout d'abord de votre venue. Je profite aussi évidemment pour remercier à la Maison de l'Amérique latine et le président Jean-Marc Laforêt de nous avoir permis donc d'organiser cette table ronde qui porte sur les nouvelles frontières de la littérature latino-américaine contemporaine. Alors, c'est un sujet qui nous a semblé intéressant parce qu'il nous permet de souligner quelques points saillants de la production littéraire actuelle. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on le sait depuis, ça fait maintenant à peu près 50 ans, presque un demi-siècle, que Garcia Marquez avait son prix Nobel, et dans le discours de Stockholm, il avait souligné donc cette solitude dans laquelle le continent se trouvait. C'était un diagnostic frappant à l'époque. Et lorsqu'on compare la situation de l'Amérique latine aujourd'hui avec celle donc des années 80, on est frappé par les changements qui sont intervenus depuis. Alors, on peut les énumérer de façon très sommaire et très superficielle. Les dictatures ont cédé à la place en grande partie aux démocraties. La crise écologique a placé la forêt amazonienne au centre des préoccupations. Les sociétés qui étaient essentiellement rurales sont devenues des sociétés majoritairement urbaines. Il y a une violence urbaine qui n'existait pas à l'époque, etc. Donc on peut constater qu'il y a eu des changements très très profonds, je dirais même des changements beaucoup plus profonds que ceux qu'on a pu connaître en Europe. Et donc j'aimerais beaucoup ouvrir cette discussion avec un constat a priori paradoxal, c'est-à-dire que alors que dans les années 80, ce qui était peut-être la littérature qui nous parvenait de l'Amérique latine et qui était probablement ce que le continent produisait de plus lumineux à l'époque, maintenant a été substituée, remplacée par une littérature qui à la fois profite de cet héritage, mais en même temps est obligée par les changements qui sont survenus de se démarquer aussi profondément de cette littérature. Et donc j'aimerais bien ouvrir la discussion sur cette apparente contradiction, c'est-à-dire comment on gère cet héritage qui est absolument formidable, qui est un véritable trésor, et en même temps comment on se réinvente pour proposer une littérature qui soit en phase avec le présent. Et donc pour en parler, je remercie beaucoup mes trois invités qui vont ensuite discuter et rebondir sur quelques peut-être propositions de discussion que je vais formuler. Je proposerai donc de commencer avec vous, Anne-Marie Métellier. Vous êtes éditrice, vous êtes fondatrice et puis maintenant directrice littéraire des maisons d'édition Métellier. Vous avez, j'ai lu ça quelque part rapidement en survolant votre biographie, vous étiez étudiante en sociologie et vous étiez, à travers une étude que vous apprêtiez à faire, entré en contact avec Jérôme Lindon. Et c'était une rencontre qui, visiblement, profondément marqué, sinon changé votre vie. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est il y a quelques années, j'ai vu dans un entretien avec Adrien Boss que lorsqu'on lui avait demandé mais pourquoi vous avez choisi ou qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, il disait mon modèle absolu c'est Anne-Marie Métellier parce que en termes d'indépendance et comme la manière dont elle marque les éditions de ses propres goûts et de ses convictions est quelque chose d'unique. Et voilà, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transmission quand il s'agit de créer une maison d'édition indépendante ou du moins enfin indépendante intellectuellement. Je trouve qu'il est tout à fait intéressant et même rassurant que cette tradition perdure. Mais vous êtes surtout en tant qu'éditrice, alors j'ai vu que vous avez, je crois, plus de 1500 titres à votre actif. Et surtout pour ce qui nous concerne, évidemment, une grande partie de la littérature contemporaine latino-américaine. Donc je voudrais commencer avec une question très simple, c'est comment vous avez, qu'est-ce qui vous a guidé ou comment vous avez construit votre catalogue latino-américain au cours des dernières décennies. Je crois que vous avez fondé votre maison
en 1979. Pardon, voilà. Oui, c'est bien d'être reconnu par les jeunes, mais ça prouve qu'on est un ancêtre. Alors, c'est moyennement flatteur. Oui, que lorsque j'ai fondé cette maison, je voulais être comme Jérôme Lindon, c'est-à-dire me reconnaître dans le métier et dans les objets que j'allais fabriquer. Et je constatais à l'époque que ce que j'avais lu, il y avait des textes que j'avais lus au cours de mes études sur l'Amérique latine, et qui étaient en particulier des textes brésiliens, qui étaient par exemple Machado de Assis, qui à 20 ans m'avait appris ce qu'était la jalousie. Quand on a 20 ans, apprendre ce qu'est la jalousie, c'est quand même très très important. Et j'ai décidé que j'allais donner à lire les textes qui pour moi avaient été structurants et importants. Donc, œuvre complète de Machado de Assis, pour commencer. Ensuite, il y avait Quiroga, qui étaient des classiques. J'ai commencé par des classiques et ça a assez bien marché. Mais le bruit courait à l'époque que l'Amérique latine n'avait plus de littérature, qu'après les géants du boom, il n'y avait plus rien. Et moi, comme j'ai fait des études de sociologie, je me disais, et que à l'époque, j'étais une militante d'extrême gauche, donc avec une solide culture marxiste, je me suis dit que c'était une question à résoudre sociologiquement, parce qu'il y avait des dictatures en Amérique latine, il y a eu des changements monumentaux dans ces années 60-70 dans toutes les villes, et il y a eu une urbanisation galopante de l'ensemble du continent, et que la littérature, elle n'allait pas arriver de là où elle arrivait d'habitude. Et que donc, il fallait que tous ces jeunes gens qui étaient dans les prisons de Pinochet, de Garastazou Médici, etc., et qui avaient voulu être des poètes, aient fini de régler ces problèmes politiques, et que ensuite, quand ils sortiraient, ils ne pourraient, quand ils auraient ou reviendraient d'exil, qu'ils auraient élevé leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils auraient la quarantaine, s'ils allaient devenir des écrivains. Et je pense que je ne me suis pas beaucoup trompée, car à partir des années 90, moi, en tous les cas, j'ai rencontré des écrivains qui étaient dans ce cas-là, et autour de Luis Sepúlveda, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient une mentalité non pas de grands poètes dans leur tour d'ivoire, mais qui se lisaient, des gens qui se lisaient, qui étaient agrégateurs et qui voulaient que ce qui était merveilleux dans tout ce début de collection hispano-américaine, c'est qu'il y avait des débats littéraires tout le temps. Ils se lisaient les uns les autres, on ne pouvait pas se mettre à table sans qu'un grand débat apparaisse sur le narrateur omniscient, sur la personne qui allait raconter l'histoire. C'était fantastique. Et là, c'était une nouvelle génération qui arrivait et qui n'était pas du tout considérée comme importante, mais qui a construit vraiment une nouvelle littérature latino-américaine et différente. Par ailleurs, mon catalogue, je l'ai construit de façon très subjective, c'est-à-dire que je n'avais pas de critères universitaires, de critères. Je lisais et si ça me paraissait important, si j'étais prise, je me disais que je devais partager. Ce qui fait que je n'ai jamais publié un livre que je n'aimais pas. Je me suis trompée souvent, mais je n'ai jamais voulu, parce que quand vous montez une maison d'édition, le texte que vous avez choisi, quand il paraît, vous l'avez lu au moins 7 fois. Donc, je voulais que des livres que je pourrais lire 7 ou 8 fois. Et les auteurs sont venus, ce sont mes auteurs latino-américains qui ont nourri mon catalogue, plus quelques voyages
Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez savoir. Bien sûr, je voulais savoir ce que vous aviez à dire au sujet de votre catalogue, bien sûr. Florence Olivet, alors vous, on va enchaîner avec vous. Vous êtes un professeur de littérature comparée, je vais y arriver. Vous avez enseigné, je crois, à Paris, à l'université de Paris 3. Et surtout, vous êtes, pour ce qui concerne l'actualité, vous êtes membre du comité de rédaction de l'excellente revue en ligne qui s'intitule En attendant Nadeau et qui est une sorte d'héritier ou d'héritière de l'ancienne quinzaine littéraire fondée à l'époque par Maurice Nadeau. Et vous publiez beaucoup de papiers dans cette revue, notamment en ce qui concerne la littérature latino-américaine. Donc vous êtes une spécialiste de la littérature latino-américaine et vous êtes en particulier, pour avoir publié lui avoir consacré un livre, vous êtes spécialiste Roberto Bolaño, auquel donc vous avez consacré un livre qui s'intitule Sous la poésie, le roman, c'est ça, je crois, le titre. Aux éditions Hermann. Donc Sous le roman, la poésie. Pardon, c'était plutôt l'inverse. Oui. Mais pour dire qu'il y a une telle proximité entre les deux notions chez lui, qui disait même, qui avait cette phrase absolument sidérante, qui disait que au fond, je suis poète, mais j'écris des romans parce qu'il faut que je nourrisse ma famille. Avec la poésie, on n'arrive pas à nourrir. Comme si le commun des mortels arrivait à nourrir sa famille avec des romans, mais c'est une autre question. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est que ce qui frappe évidemment peut-être le changement le plus radical, d'un point de vue littéraire en tout cas, c'est que lorsqu'on regardait le panorama des auteurs des années 60, 70, 80, il y avait peut-être une autrice, donc qui s'appelait à l'époque Clarice Lispector, qui était reconnue. Ensuite, il y a eu, en 82, il me semble que c'est un vrai moment de changement, donc l'apparition de la Maison des Esprits d'Isabel Allende, qui pour la première fois a réussi à imposer un nom féminin sur les listes des best-sellers. Et j'ai lu il y a quelques jours que lorsqu'on lui avait décerné le prix national de littérature au Chili, aucun des hommes n'avait voté pour elle. Donc pour dire qu'il y a quand même un problème ou un antagonisme qui perdure, et quand même, lorsqu'on regarde la parution de la littérature contemporaine latino-américaine aujourd'hui, une grande partie, pour ne pas dire une grande majorité, des livres vraiment passionnants sont signés par des femmes. Donc je voulais savoir comment vous lisiez cette évolution et quel est le regard que vous portez sur cette évolution, et peut-être aussi, en dehors de la question du genre, quel est l'apport que cette perspective féminine porte en ce qui concerne la littérature. Merci. En fait, je réfléchissais un petit peu sur comment catégoriser la littérature écrite par des femmes, par exemple dans un livre d'histoire littéraire adressé aux étudiants, un livre établi par des autorités comme Claude Fell et Claude Zimmermann, je me souviens. Moi, j'ai rédigé un chapitre de cette sorte d'anthologie, histoire de la littérature, qui a été publié dans les années 90. J'ai rédigé un chapitre sur la littérature féminine. Mais il me semble que maintenant, on ne poserait plus, il n'y aurait pas un chapitre à part pour la littérature féminine. La littérature écrite par des femmes fait partie du mainstream, de ce qui est le plus important, le plus en vue actuellement de la littérature latino-américaine traduite en France. Alors, je donnerai un autre petit repère comme ça dans le temps, tout à fait récent. En 2009, pour fêter un an à l'avance le bicentenaire des indépendances de l'Amérique latine, Jorge Volpi, l'auteur mexicain, a publié un livre qui s'appelle L'insomnie de Bolivar, 4 considérations intempestives sur l'Amérique latine aujourd'hui ou sur l'Amérique latine, et une partie consacrée à la littérature qui s'achève sur ce constat que beaucoup d'autrices sont apparues et que, bon, elles sont déjà là, donc on est en 2009, et qu'il y a parmi les genres et les modes d'écriture explorés par les écrivains et écrivaines à ce moment-là,
il fait des petites prédictions, enfin il s'aventure et il dit il y a un renouveau du fantastique qui est généralement pratiqué par des autrices, par des femmes. Donc en effet, ça s'est confirmé, et ça s'est confirmé de façon très éclatante. Et il y a différents genres de littérature. Alors il y a beaucoup de genres de littérature, de genres littéraires pratiqués par des autrices un peu de tous les pays d'Amérique latine, on pourrait dire depuis le Mexique jusqu'à la Patagonie, enfin bon, toute l'étendue géographique du sous-continent, et qui pratiquent des genres assez différents, soit de littérature effectivement qui aurait à voir avec le fantastique, je rentrerai davantage dans les détails ensuite, soit aussi de littérature documentaire, et cela parallèlement à ce que font beaucoup d'auteurs masculins, où effectivement les récits d'enquête, non pas fictionnels, mais véritablement d'enquête, presque sur le mode journalistique, emprunts de procédés d'écriture de fiction. Donc les romans de non-fiction sont présents, les chroniques, et il y a de très grandes chroniqueuses, je vais en citer une, Leila Guerriero, argentine, qui est très très reconnue, mais il y en a d'autres qui sont peut-être moins traduites. Je pense à Maria Moreno, une autre argentine. Et évidemment, il y a des écrits sur le sort des femmes, en fait, actuellement en Amérique latine, en particulier les crimes de haine envers les femmes en tant que femmes, les féminicides, qui sont des récits qui se situent à la frontière, ou plutôt traversant de façon constante la frontière entre la fiction et le documentaire, ou l'autobiographie familiale, comme par exemple récemment le livre qui a obtenu le prix Pulitzer étranger de Cristina Rivera Garza sur l'assassinat par son petit copain de sa jeune sœur, et qui s'intitule L'invincible été de Liliana. Donc Cristina Rivera Garza mexicaine. Donc là, on est véritablement dans un récit qui est à la fois extrêmement personnel, puisqu'il s'agit d'un deuil familial, mais aussi du déplacement de la perception de ce qui est arrivé, de cet meurtre contre une jeune sœur, dans un contexte qui replace en fait qui place enfin la notion de féminicide dans le discours non seulement public mais et médiatique, mais aussi intellectuel bien sûr et juridique. Donc voilà, il y a des témoignages aussi qui sont à la frontière entre la fiction, le récit familial. Je pense à une autre mexicaine qui est proche de Cristina Rivera Garza, qui est moins connue, qui s'appelle Silvia Aguilar Seleni, et qui a écrit sur une sœur aussi. Donc on est dans la sororité, mais la sororité réellement familiale, enfin la sororité légale, non pas la sororité idéale, mais aussi idéale, et donc qui écrit un livre très intéressant aussi sur la conversion de sa sœur. Donc c'est une famille du Sonora, du nord du Mexique, qui ignore tout pratiquement de l'islam, et la conversion d'une sœur à l'islam, et mariée à un turc pratiquant musulman rigoriste, et donc la fracture que cela produit au sein de la famille, et dans un univers, le Sonora, qui ignore absolument tout de la religion musulmane. Donc voilà, ce sont à la fois je parle de genre hybride un peu, mais il y a aussi, je vais citer des noms, ça va être affreux parce que j'en ai fait toute une liste, selon les pays, d'écrivaines, tout à fait traduites très récemment en français. Donc je viens de citer Silvia Aguilar Seleni, qui a aussi écrit un roman. Non, là c'est véritablement un roman, ça n'est pas un témoignage, sur une décharge, la vie dans une décharge, du personnage féminin qui vivent dans une décharge à la frontière entre El Paso et Ciudad Juárez. Donc ça s'intitule Poubelle, et c'est publié par une maison d'édition qui se trouve à Marseille. Évidemment, Cristina Rivera Garza, qui a d'autres romans avant, bien sûr, le témoignage, l'invincible été de Liliana,
témoignages et analyses. Il y a bien sûr Valeria Luiselli, qui a commencé par écrire en espagnol, et puis qui dernièrement a écrit directement en anglais. Elle vit aux États-Unis. Donc on voit aussi un nomadisme encore accru de toutes ces écrivaines, une constellation de rencontres de personnes qui se déplacent entre divers univers littéraires et linguistiques, ères littéraires et linguistiques. Bon, il y a de la science-fiction féministe, tout à fait récente au Mexique, une jeune écrivaine qui s'appelle Gabriela Damián Miravete, avec un titre « Elles rêveront dans le jardin », qui concerne les féminicides, mais c'est une sorte d'utopie désenchantée finalement, sur un jardin mémorial, où peuvent vivre des hologrammes précisément des jeunes femmes assassinées, par exemple. Mais et je dirais que cet apport féminin aussi favorise, alors je saute un peu du coq à l'âne, mais l'acceptation du genre de la nouvelle, parmi les livres publiés récemment, parce qu'il était plus difficile, même si Quiroga, par exemple, a été publié aux éditions Métellier parmi les classiques et les nouvelles de Quiroga, il était plus difficile pour les éditeurs français de commencer par publier les nouvelles d'un auteur. Et là, ce sont des autrices qui se font un chemin très vite, avec une réception assez favorable ou très favorable, comme cette Gabriela Damián Miravete ou Dalia de la Cerda, une autre mexicaine, dont 2 titres ont été publiés récemment, Chienne de garde l'année dernière et Mexico Médée cette année. Et ce sont des nouvelles aussi qui concernent la violence contre les femmes. Ce sont des nouvelles extrêmement audacieuses, par leur parti pris de représentation, où on cherche précisément, comme dans la tragédie et comme dans Médée, comme dans le genre tragique à son plus haut degré de réalisation, à ne pas opposer victimes et coupables et à réfléchir à la criminalité dans tous les sens, en particulier la criminalité contemporaine due au narcotrafic, où les jeunes sicaires, les jeunes tueurs sont des tortionnaires, sont des abuseurs, sont des prédateurs vis-à-vis de leurs petites copines, mais sont aussi des victimes de personnes qui les emploient, qui les recrutent de force. Donc voilà, par exemple, Dalia de la Cerda, c'est tout à fait intéressant. Encore parmi les Mexicaines, je citerai un autre type d'écrit tout à fait différent. C'est un roman d'une poète très connue qui écrit en espagnol et en ladino, Miriam Moscona, Les ombres cousues, et c'est véritablement un roman mémoriel extraordinaire et très poétique sur non seulement l'histoire familiale d'une famille juive venue de Bulgarie au Mexique, mais aussi de toute la communauté ladino dans tous ces États, entre l'Amérique, l'Europe, le Moyen-Orient, par exemple. Je vais citer le nom d'une Colombienne, Lorena Salazar, dont un roman a été publié il y a 2 ans, Vers la mer. Le titre en espagnol était très différent de Vers la mer étant la madre et non pas el mar, mais c'est aussi un peu vers la mer, el mar. C'est un voyage fluvial, ça reprend un grand thème de la littérature américaine, pas simplement latino-américaine, du voyage fluvial et de la communauté des passagers qui se crée à la cohabitation et tous les incidents qui éprouvent ces voyageurs sur un bateau. Et en fait, il y a tout à fait une question d'actualité qui est traitée par les femmes surtout, mais pas seulement, autour des maternités, de la maternité comme objet de réflexion, bien sûr, parce qu'il s'agit, la protagoniste, la narratrice, est une mère adoptive d'un jeune garçon. Elle est blanche, le jeune garçon est noir. Cela se passe dans un univers afro-américain, afro-colombien, et en même temps qu'il y a toute cette réflexion sur la maternité, sur le monde afro-colombien, presque à la frontière avec le Panama, il y a l'évocation d'un terrible massacre qui a eu lieu
lors d'un affrontement entre paramilitaires et guérilleros, évidemment en Colombie, il y a quelques années. Donc on trouve une manière d'aborder la violence en fait sociale et politique par les femmes de manière différente, hein, selon les pays, mais très présente. Et là, je ne parle pas de fantastique pour l'instant. Hein. Il y a parmi celles qui pratiquent une sorte de néo-gothique, ce qu'on appelle le néo-gothique latino-américain. Il y a toutes sortes de catégories qui ont été forgées un peu au vol par la critique sur le néo-gothique. Alors le néo-gothique andin, une écrivaine équatorienne comme Natalia García Freire, qui a écrit un roman extrêmement intéressant et prenant, qui recrée presque l'univers de Dante et revoit l'affrontement entre soi-disant sauvages et soi-disant civilisés, rejoue un peu le drame de la conquête dans le monde contemporain. C'est une fable et ça s'appelle « Tu as amené avec toi le vent » et vraiment je recommande ce roman de Natalia García Freire. Ensuite, je passe comme ça, je saute et je vais vers les chiliennes. Alors, par exemple, Alia Trabuco Serán, qui publie un roman alors qui s'intéresse au crime encore, aux crimes commis par des femmes. Donc la violence peut être aussi commise par des femmes. Il n'y a pas d'idéalisation et de revictimisation des femmes parce qu'elles sont victimes de féminicide dans une grande partie des pays d'Amérique latine ou d'abus tout simplement, hein, sexuels, sociaux, de toutes sortes. Mais c'est un roman qui démonte les préjugés sociaux de façon très intéressante, hein, à partir du récit d'une sorte de plaidoyer de défense que fait avec une certaine impertinence une femme de ménage qui évidemment est soupçonnée d'avoir participé au meurtre de l'enfant de la maison, une sorte d'enfant gâté, choyé, et victime elle-même de cette gâterie de ses parents, très très plein de préjugés, de la classe moyenne néolibérale, enfin acquise à l'idéologie néolibérale de Santiago du Chili. Donc c'est tout à fait intéressant, bien sûr, et dans un autre genre qui relève encore de la chronique et du témoignage politique, là sur un massacre effectué par les militaires lors de la dictature en Argentine, Mémoire céleste de Nona Fernandez, qui est chilienne et à la fois dramaturge, chroniqueuse, romancière, donc polygraphe, et très souvent elles le sont, voilà. Donc, et alors parmi les Argentines, là on est véritablement dans le déploiement d'une grande tradition, redéploiement d'une grande tradition de la littérature fantastique, des nouvelles en particulier, hein, mais pas seulement. Donc on a le gothique, dark, rock, de Mariana Enríquez, dont un roman de jeunesse va paraître, enfin paraît ces jours-ci, qui s'intitule La descente c'est le pire. C'est un roman vraiment d'adolescence pratiquement, Mariana Enríquez, mais bon, Mariana Enríquez qui est donc extrêmement reconnue et dont un recueil de nouvelles aussi est paru à l'automne, Un lieu en français, Un lieu ensoleillé pour personnes sombres, mais dont le grand titre est le gros roman Notre part de nuit, hein, qui est un roman qui unit, hein, en plus les traditions du gothique et du spiritisme et de la magie noire dans la tradition littéraire britannique à cette tradition argentine et à l'histoire évidemment des morts de la dictature et des disparus de la dictature argentine, donc la mémoire politique. Il y a Agustina Basterrica, une autre gothique, je vais bientôt m'arrêter sur les femmes, et puis très intéressante parce que très souvent aussi, j'ai oublié de le dire, mais il y a la question, la représentation de dystopie, de fin du monde, de post-apocalypse dans certains de ses romans, et de renaissance de la nature, très timide, mais pourtant présente, hein, chez Gabriela Damián Miravete, la mexicaine, chez Agustina Basterrica, dans un roman dystopique qui s'intitule Les Indignes, et l'on retrouve
également une sorte de louange à l'espace de la forêt et de la forêt amazonienne dans le roman néo-historique traité d'un point de vue féminin et queer de Gabriela Cabezón Cámara, une autre argentine, dans Les Griffes de la forêt, qui s'intitule Las Niñas del Naranjal, un autre titre vraiment en espagnol, et qui avait réécrit aussi d'un point de vue féminin Les aventures de la China Iron, donc jouant sur le Martin Fierro Iron, non, traduisant en anglais le patronyme de Martin Fierro, l'exemple même du gaucho dans la poésie, grande tradition de la poésie gauchesca argentine de José Hernández. Voilà, bon, enfin, peut-être j'en ai oublié, mais voilà. Bravo en tout cas pour votre résumé de Notre part de nuit. Ça, c'était pas évident de résumer le roman. Je ne sais pas si j'ai résumé. Non, ou la présentation, disons. Non, bien, justement, non. Alors, je voulais aussi maintenant vous interroger. Dorico Makushi, donc vous êtes brésilienne de passeport, si je peux dire. Vous avez comme patronyme Makushi parce que vous appartenez à la population Makushi, donc qui est une population autochtone, améro-indienne, dont le territoire, dont la géographie s'étend tout au nord du Brésil, sur la frontière, à la fois à la lisière du Venezuela et du Guyana. Et vous êtes par ailleurs docteur en théorie littéraire, de littérature, doctorat que vous avez obtenu à l'université donc de Porto Alegre, tout au sud du Brésil. Et je vous invite à visiter, vous êtes la commissaire d'une exposition qui a lieu actuellement donc à l'espace Kreuzberg, donc cet ancien atelier de l'artiste brésilien, amazonien aussi, enfin immigré brésilien, mais qui s'est installé en Amazonie d'origine polonaise, et où vous avez donc organisé une exposition qui s'intitule Passagens, eu acho, non? Transmissores. Désolé, aujourd'hui, toutes mes références j'aurais dû noter. Mais c'est une belle exposition. Et alors, vous avez aussi publié ici, je crois, il y a à peu près 2 mois, votre livre qui s'intitule en français Le temps de la reconquête. Et c'est un titre, je crois, qui diffère légèrement du titre portugais. Mais la reconquête joue évidemment aussi avec la reconquête au Portugal, qui a eu lieu après l'occupation mort, et c'est tout à fait intéressant d'utiliser ce titre par rapport à une reconquête donc autochtone d'un territoire qui lui aussi, disons, fait partie en grande partie du territoire brésilien. Et je pense que la principale difficulté, alors je suis conscient que je vous pose la question peut-être la plus difficile de ce soir, c'est de dire comment vous, en tant qu'autrice et en tant qu'intellectuel qui réfléchit sur la littérature, comment vous inscrivez la langue et la littérature et la réflexion Makushi dans une culture alors que vos références historiques, vos références géographiques, la cosmogonie et peut-être je dirais en général le rapport au vivant, tout cela diffère fondamentalement de ce qu'on pourrait appeler sommairement l'héritage colonial européen ou portugais. Quelles sont presque les stratégies que vous devez utiliser ou auxquelles vous devez réfléchir pour inscrire la culture Makushi ou la faire vivre? Parce que j'ai ouvert cette discussion en disant qu'on est dans une rupture par rapport aux années du grand boom littéraire latino-américain. Et un des traits marquants de cette rupture est évidemment aussi l'émergence, comme on dit, la visibilité aujourd'hui à la fois de la littérature noire et du mouvement noir brésilien qui a eu son essor après la dictature dans les années 80, et puis aussi la culture et la pensée autochtone qui se fait de plus en plus présente, mais qui doit se trouver une place. Voilà, donc ma question serait de comment vous vous insérez dans cette structure luso-brésilienne. Bonjour. Ah oui. Et, je vous demande excuse vite pour commencer avec une chanson de mon peuple, une chanson Makushi. C'est un peu d'habitude qu'on commence un peu pour
réveiller notre esprit. Donc, mais je vous dis que je ne suis pas une chanteuse, alors que vous m'excusez. Ça, c'est une chanson pour célébrer notre réunion, que nous sommes ensemble, en fait, et que nous sommes heureux d'être ici, d'être ensemble. Vous pouvez m'aider? Je peux essayer, je ne suis pas ma couche. Oui, vous pouvez juste. Très bien. Tadai shimbaire bandu yomba, Tadai shimbaire bandu yomba, Tadai shimbato anan abya, Muruitugu anau creda, Tadai shimbato anan abya, Muruitugu anau creda, Tadai shimbaire bandu yomba, Tadai shimbaire bandu yomba. J'ai une petite présentation aussi. Et comme ça, je peux vous montrer avec les yeux, à votre yeux. Pardon pour mon français, je m'excuse, je parle français qu'il y a 12 ans, donc pardon. Pour montrer un peu le panorama de la résistance de la littérature autochtone vers l'État-nation. Je crois que c'est toujours le sujet de la littérature autochtone, c'est le sujet de l'État autochtone jusqu'à aujourd'hui vers l'État-nation. Et toute la configuration qu'on connaît qui appartient à l'État-nation. Les concepts d'État-nation, la géopolitique, les frontières, les cartographies, tout ça sont des constructions modernes qui s'installent contre notre vie et comme nous, dedans cette configuration politique, comment on répond. Donc ça c'est un panorama, je peux le dire comme ça, de la littérature autochtone du Brésil. Je commence avec un tableau d'une artiste tupinamba, c'est Moara Tupinamba, et elle a fait cet montage, on peut le dire, avec un jaguar et aussi en bas un livre et aussi un maraca. C'est-à-dire qu'il faut toujours être dans cet entourage de la forêt, de la chanson, du ciel aussi, de l'univers, mais aussi des livres qui sont installés dans notre monde comme une nouvelle technologie de résistance et qui nous appartient aussi maintenant. Je vais commencer avec un petit récit de mon poème. C'est un poème qui en fait montre un principe de les peuples autochtones. Que je vais lire et après je vais expliquer. Tout comme mes ancêtres demandent la permission pour entrer dans la forêt, je demande moi aussi la permission pour entrer au pays de la littérature autochtone. Cette écriture, née de l'Amazonie, du You, nourrie des mangues, des poissons et des gibiers. Un art rêvé au milieu des champignons et des liquides précieux, façonné en jardin céleste de fourmis. La forêt est notre première résidence. Quand on entre dans une forêt, et c'est un conseil, ok, c'est bien qu'on demande la permission, parce que dans le monde autochtone, la forêt est un espace spirituel et on peut le dire enchanté, avec d'esprit. Donc on demande la permission pour entrer dans ce territoire. Et on comprend aussi la littérature comme un territoire qui elle enlevée de ce territoire, ou elle est effacée pendant 500 ans, des peuples autochtones et des peuples africains aussi, ou afro-diasporiques, je ne sais pas comment on dit en français, afro-diasporiques. Et il a dit qu'on n'était pas là. Et quand on a commencé en nouvelle reconquête, on a dit non, on était toujours là, mais on comprend que ça aussi, c'est un territoire qu'il faut les planter encore, parce que là, c'était on peut le dire, une littérature qui était déforestée. J'ai besoin de toi quelquefois.
Et c'était un territoire un peu hostile à les peuples autochtones. Donc, c'est ça, on peut le dire, que j'ai essayé de ramener à la littérature un principe de la forêt. On peut passer ensuite. Ah oui, ça marche. Donc, je ramène ici un concept de qu'est-ce que c'est la littérature autochtone du Brésil à partir aussi d'un écrivain Makushi, du peuple Makushi. Malheureusement, il est mort en période du Covid. Il est mort du Covid. Donc, plus une maladie, il a touché notre peuple aussi. Donc, d'accord, lui, la littérature autochtone est une forme d'expression collective d'écrivains d'origine autochtone. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle de littérature autochtone? C'est une littérature d'abord écrite pour des sujets qui y a l'identité autochtone. Et que si des autres écrivent sur la littérature autochtone, on ne comprend pas comme littérature autochtone, mais comme littérature, on dit en portugais, indigéniste. Je ne sais pas comment on dit. C'est des autres qui écrivent sur nous. Son but est d'instaurer un dialogue avec la société brésilienne par l'écriture, en présentant à tous des récits plus réalistes sur nos peuples, nos savoirs développés au fil des siècles, nos philosophies et nos sciences, des formes cohérentes d'adaptation au écosystème de sociabilité entre tous les êtres, ainsi que l'harmonie entre culture et nature, forme symétrique de complémentarité sociale et spirituelle. On peut donc affirmer que la littérature autochtone se distingue non seulement pour les textes écrits par des auteurs autochtones, mais surtout par les messages des voix ancestrales, des enseignements, des connaissances, des valeurs et de la richesse culturelle qui guident les modes de vie des 305 peuples vivant aujourd'hui au Brésil. Il s'agit d'une littérature de résistance car elle écrit sur un segment historiquement stigmatisé, violé dans ses droits en tant que peuple traditionnel qui continue de souffrir de l'invasion de ces terres, de la destruction de ces écosystèmes. Et à la fin, la littérature autochtone est philosophique car elle écrit sur des modèles de l'homme et de la société, des valeurs inéthiques dans les relations entre les êtres vivants. Et c'est une culture littéraire car elle exprime par l'écriture des formes variées de langue, d'esthétique, de paysages, d'histoire, de poésie. Donc, je vais vous montrer ainsi une expression collective d'écrivains d'origine autochtone. Ça, c'est pas du tout la totalité qu'on a aujourd'hui. C'est juste un morceau, une partie de cette totalité, en présentant pour chaque peut-être État du Brésil. Et bon, comme je vous ai dit, c'est pas du tout, mais on pouvait quand même les mettre en des visages des écrivains autochtones. Et d'instaurer un dialogue avec la société brésilienne par l'écriture. Ici sont des journaux, oui, qui des écrivains autochtones le disent sur l'importance d'être présent dans la littérature et aussi dans la société, dans la culture. Et comme cette écriture, c'est important pour la représentation et une nouvelle réécriture de l'histoire autochtone au Brésil. C'est un projet qui a commencé dans les années 90 en fait. On a ces deux œuvres-là qui étaient publiées avant les 90. Ça, Antes o Mundo Não Existia, c'était publié en 1980 avec une aide d'un anthropologue qui aidait ces deux auteurs à l'écrire sur l'histoire du peuple des Sana, qui c'est Amazonie. Il va raconter l'histoire des cosmogonies des Sana. Et le deuxième, c'est Makushi, c'est de mon peuple aussi, s'appelle Ritorno alla Maloca, et c'est une œuvre qui s'était publiée en 1992 en italien pour la mission. Et c'est une autobiographie. Donc, le premier genre, c'est du cosmogonie, ça va raconter des histoires ancestrales.
que l'Occident qu'on connaît comme mythe, mais on n'utilise pas ce mot pour définir notre connaissance. Et l'autre, c'est une autobiographie. Il va raconter un peu la situation Makushi des années 1960. Et ça, c'est très important, je vais retourner avant, parce que jusqu'à 1988, les autochtones du Brésil n'avaient pas le droit d'être autochtones. Ils n'avaient pas le droit d'être citoyens. Ni même le droit de vote, je crois. Non, même pas les citoyennetés, nationalités. Parce qu'il disait que les autochtones s'étaient vus comme une catégorie sauvage, primitive, qui doit être intégrée à la civilisation. La civilisation, c'est-à-dire la ville, la langue, les vêtements, les téléphones. Il me semble qu'au Brésil, les autochtones avaient le statut des enfants, non? Des enfants, parce que c'était un tutelé du mineur. Même que c'était vieux, même que c'était 60 ans, 70 c'était grand-père, grand-mère, il était petit encore parce qu'il n'était pas intégré à la civilisation. Et donc, pour passer à cet statut, il devrait signer un document. Il dit, je suis plus autochtone, je suis brésilienne. Donc, le Brésil et l'identité autochtone, c'était pas possible avant, après, juste à la Constitution fédérale. C'est pour ça que ce livre-là, qui c'était publié avant, c'est une grosse résistance parce que, en fait, lui, il a dit, nous sommes autochtones, on va écrire un livre, et on va pas laisser d'être autochtone. Donc, on va continuer. Et bon, encore, ici, une manière de parler avec la société encore internationale. On a cette œuvre de David Copenhague, que peut-être vous connaissez, c'était publié ici, d'abord parce que c'est David Copenhague du peuple Yanomami avec l'anthropologue Bruce Albert. Et lui habitait avec le peuple Yanomami pour 30 ans et avec la permission de David, il a publié ensemble La cosmogonie du peuple Yanomami. Et ça, c'est un gros livre. Si vous aimez bien la lecture, vous pouvez acheter. C'est pas mal 3 mois de lecture. Et c'est très, très intéressant. Et c'est ça, David, il est un défenseur de la nature, un écologiste aussi, un intellectuel. Et lui, il a dit toujours, j'aime expliquer ces choses aux Blancs afin qu'ils puissent savoir. Parce que dans les paroles de David, les Blancs ne rêvent plus. Et il avait besoin de rêver pour encore se connecter avec la nature. Et ensuite, la défendre. Donc, c'est pour ça qu'il lui l'a permis avec cette publication. Ensuite, comme dit Elie Makushi, les messages des voix ancestrales, des enseignements, des connaissances, des valeurs et la richesse culturelle qui guident le mode de vie des peuples aujourd'hui au Brésil. Donc, ici, on a un œuvre du peuple Guarani, des femmes qui s'est transformées dans un oiseau urutau. Et ça va raconter comment cet oiseau est devenu comme ça et pourquoi il chante comme ça et pourquoi il est apparu dans l'histoire. C'est donc une histoire ancestrale. Ou ensuite, une œuvre du peuple Kaingang, d'une femme, Vangri Kaingang, qui va raconter l'histoire de la relation du chaman du peuple Kaingang avec l'étoile. Donc cette relation entre terre et ciel. Et comme les chamans font la connexion pour guérir et pour guider les peuples. Et ensuite, c'est un œuvre que j'ai publié, c'est mon dernier livre, s'appelle le lac Pribri, le lac Pribri, qui raconte l'histoire de les premiers Makushi, qu'il a monté le ciel, et là il a découvert le monde des oiseaux. Et il retourne pour raconter à les Makushi qu'est-ce qui se passe là-bas. Et la voiture. Il connaît le monde des voitures. Personne n'aime pas les voitures. Mais les voitures sont très importantes dans notre écosystème aussi. Donc, ça c'est donc, il va faire le ménage de la nature. Et c'est comme ça qu'on peut survivre aussi dans cet écosystème. Et c'est dans la mentalité Makushi, sont des voitures qu'il a montré comment on peut les chanter, faire des chansons comme ça que j'ai partagées avec vous au début. Donc il y a des belles choses avec les voitures, à s'apprendre avec les voitures.
Ensuite, on a une littérature de résistance, la poésie ou la prosa poética, on peut le dire comme ça, sont des genres, surtout des femmes, qui partagent un peu plus la situation des femmes, la violence du genre, patrimoine, aussi la violence qui se fait contre la nature et aussi contre les femmes. Et donc, ils touchent tous les deux. La première, c'est une œuvre d'Eliane Potiguara, la première poète du Brésil. Elle écrivait depuis 1975, mais elle est venue à publier juste en 2004. Ensuite, aussi, c'est une femme. Nous sommes juste filles, juste enfants, et qui va réaffirmer la relation des peuples autochtones avec la nature. Et ça, c'est le dernier là-bas, c'est moi. Et le temps de la reconquête, au tempo de retomada, c'est des poésies qui va confronter pourquoi le Brésil, la société dominante, nous appelle paresseux ou nous appelle comme on n'a pas d'intelligence et que on fait le retard du progrès de civilisation dans les pays. Ça, c'est un confront direct à cette mentalité. Et par exemple, je vous partage, je suis en train de finir, je vous promis, je partage un poème que je l'écris j'étais un peu fâchée. Après, j'ai commencé la thérapie et je suis plus fâchée comme ça, mais avant j'étais un peu plus fâchée et la manière de un peu calmer ses esprits, ses émotions, c'était écrit. Et ce poème-là, c'était écrit pour un confronte direct avec les mots indiens, que c'est une identité qui toujours nous poursuivre pour nous baisser comme personne, baisser comme humaine. Ça s'appelle autodétermination. Craiuá pour les Makushi, Napé pour les Yanomami, Cupem pour les Mehin, pour les Portugais indiens, pour les Espagnols indiens, pour les Français indiens. Yalanawi pour les Baniwa, Juruá pour les Guarani Mbia, Caraiuanau pour les Wapixana, pour les Hollandais indiens, pour les Anglais indiens, pour les Nord-Américains indiens. Noa pour les Xanachahua, Fog pour les Caingang et Djiri pour les Pataxó, pour les Brésiliennes indiennes. Pour l'État-nation indien, découverte, intégration. Pour l'État autochtone, autodétermination. Donc, on a plusieurs manières d'identifier l'autre. Et les autres, surtout les colonisateurs, il n'y a qu'une manière de nous identifier. Donc, on ne peut pas dire que c'est un projet de colonisation, c'est particulier. Il peut être à partir de diverses nationalités, mais il tout fait une bonne composition ensemble. Et c'est ça qu'on confronte. L'autodétermination, c'est le concept plus grand qu'il y a dans le monde politique autochtone aujourd'hui. Parce qu'il reconnaît qu'on peut continuer à être autochtone dans l'État-nation et avec l'aide de cet État-nation, il faut qu'on continue à vivre notre société. Donc, c'est-à-dire que quelques projets politiques, économiques, culturels que l'État il y a pour les pays, il faut d'abord consulter les peuples autochtones. Donc, c'est les plus grands conquêtes qu'on a eues de notre histoire du mouvement autochtone. Et c'est pour ça aussi qu'on utilise les mots autochtone et pas indigène ou pas indienne, parce que ça fait une liaison avec notre histoire politique. Juste pour vous montrer, on a des traductions ici en français si vous vous intéressez pour la littérature autochtone du Brésil. David Kopenawa, Ailton Krenak, Jenny Nunes et eu. Et aussi, pardon, j'ai oublié de le mettre ici, une œuvre d'une intellectuelle autochtone chilène, Moira Milan, qui a une œuvre qui s'appelle Terricide. C'est une bonne lecture. Oh, merci, il est là. Il lui montre là-bas. Il y a 2 éditions. Vous pouvez monter encore? Ah oui, c'est là, regarde.
J'ai oublié elle là-bas. Merci beaucoup. Bon, juste, pardon, j'ai parlé beaucoup. Je vais finir ici, après cette présentation, avec les mots Makushi. Yumara e Mainon Ana Artística Yewa. Penarongon Yombraman Ezadã Tsenganungai Yura Epagatobe. Tobambe Nara Satuya Epagabe Dawongon Maimurai. La forêt est mon résidence artistique. Tout comme mes ancêtres demandent la permission pour quitter la forêt, je demande moi aussi la permission pour quitter cette poème. Merci. Merci beaucoup, Toloa, merci. Alors, la forêt, je voudrais vous poser peut-être la question de l'autre, du point de vue opposé presque. Vous avez un très beau livre dans votre catalogue, Terre Noire, de Rita Carelli, qui est le récit d'une... alors vous me corrigerez aussi, mais c'est le récit d'une écrivaine, mais qui raconte son histoire, je pense en grande partie autobiographique, de jeune fille qui, le récit commence avec la mort de la mère, et donc elle rejoint son père qui est anthropologue en Amazonie. Ce qui fait que, comme elle est dépendante de son père, elle est éduquée à moitié par son père, mais aussi dans une aldeia. Voilà, je vous laisse parler. Donc, ma question, juste pour, après je vous laisse la parole, c'est ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'il me semble que c'est un livre qui réussit par la littérature de poser le regard sur cette frontière. Oui, Rita Carelli a été élevée par sa mère qui était ethnologue et qui, quand elle avait 4 ou 5 ans, l'a menée sur son terrain, donc l'a laissée avec les enfants du village indien. Et elle a, pendant plusieurs années, elle a vécu dans le groupe des enfants du village qui était l'objet d'études de sa mère. Ensuite, quand elle a été adolescente, son père, qui est documentariste et qui sillonne l'Amazonie pour faire des films, l'a emmenée. Et elle a écrit 2 textes qui sont très 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 intéressants, parce que le premier nous raconte une adolescente qui perd sa mère et que son père emmène sur son terrain. Lui, il est archéologue et il travaille sur les terres noires de l'Amazonie. Et elle va se retrouver à l'adolescence, c'est-à-dire 12-13 ans, dans une société complètement différente. Et elle va découvrir que dans le village où elle est, les enfants rient tout le temps, les jeunes rient tout le temps, mais on ne rit pas contre, on rit avec. Et ça change tout. Et que tous les gens vont l'aider, toutes les personnalités du village vont l'aider à accepter la mort de sa mère. Et ce qui est vraiment remarquable dans ce livre, c'est que ce n'est pas le monde dans lequel elle est qui est exotique, c'est elle qui est exotique pour tout le village indien. Et elle le raconte très bien, et c'est absolument magnifique. On voit une adolescente, comme on en a tous dans les familles, qui est remise en question par une société qui considère les choses autrement. Et elle est fascinée en particulier par la fille du chef qui est, elle, en train de faire son initiation pour être mère, pour se marier, pour être mère. Et elle se pose la question, mais pourquoi à moi, on ne m'apprend pas ça? Et il faut que vous sachiez que Rita Carelli est la plume de Ailton Krenak. Donc elle connaît et elle est très impliquée dans tous les mouvements et toute cette littérature dont nous parle Trou droit. Elle a écrit aussi un autre livre qui va paraître bientôt et où elle raconte une enquête qu'elle a faite sur un jésuite qui a été assassiné il y a 30 ans et qui l'enquête a été sabotée et elle raconte 30 ans. C'est très intéressant ce bouquin parce que c'est un documentaire où on voit l'évolution du village
d'où se sont passés les faits, on voit ce qu'elle a vécu, enfin, avec son père, avec ses allées-venues à travers l'Amazonie, et on arrive, au bout de 30 ans, à un procès qui est abandonné en cours de route parce que l'assassin est trop vieux. À partir de 72 ans, on ne vous juge plus, ce qui est quand même un truc. Bon. Et c'est un livre formidable aussi, mais vraiment formidable, et surtout, Rita, elle a été élevée dans ces villages indiens, et elle n'a pas un regard exotique. Elle est là, elle vous raconte comme vous racontez vos enfances à des gens qui ont la même enfance que vous, et elle vous le raconte exactement comme ça, et vous vous rendez compte que ce sont des mondes qui n'ont rien à voir avec nos mondes, et qui sont déplacés, et qui vous ouvrent des possibilités, en particulier pour ce qui est de l'analyse du deuil. C'est formidable comment la femme du chef qui s'occupe d'elle, quand son père est sur ses champs de fouilles, et lui apprend à laisser partir sa mère. Elle est morte, tu ne peux pas la retenir, tant que tu la pleureras, elle ne pourra pas aller dans le... Et c'est d'une beauté formidable. Rita Carelli, je pense, une femme écrivaine qui a un vrai avenir parce qu'elle a une force et puis elle a un style absolument magnifique. Et je voulais ajouter, vous avez parlé surtout des jeunes femmes qui font de la littérature de genre actuellement. Vous avez, je pense qu'il y a quelqu'un qui fait de la littérature, juste de la littérature, qui est Selva Almada, qui est une des grandes écrivaines actuelles. Et il y a eu Elsa Osorio qui nous a raconté en 2000 ce qu'a été l'enlèvement des enfants dans les familles de militants pour les donner à des militaires. Et c'est encore d'actualité, ça, et c'est une grande aventure et magnifiquement écrite. Et puis vous avez quelqu'un qui est moins connu que ces deux-là, et qui est Eugenia Almeida, et qui manie la langue d'une façon incroyable. Elle a son dernier roman, qui s'appelle La Casse, et sous couvert d'un vol de bagnole, vous ne savez des personnages que les paroles qu'ils prononcent. Vous ne savez pas qui c'est. Au bout de 10 pages, vous reconnaissez tout le monde. Et vous voyez comment la corruption qui part des petits voleurs de bagnoles va jusqu'au gouverneur de la province. Et tout ça, elle vous le découvre en 180 pages d'une façon absolument sidérante. Ça s'appelle La Casse, de Eugenia Almeida. C'est pas de la littérature de genre, mais je pense que c'est de la littérature tout court, et ce sont des femmes, et les femmes étaient présentes aussi. Il y avait majoritairement plus d'hommes, mais elles étaient aussi présentes dans les catalogues de Bourgois, de Gallimard, de moi, du Seuil. Elles étaient peut-être, on les voyait peut-être plus dans la littérature traduite ici que dans leurs pays respectifs. L'autre rupture, si je peux dire, et vous l'avez mentionné, affleuré un peu tout à l'heure, il y a d'un côté le regard accru, et heureusement, que porte le Brésil en général, je pense le monde entier, sur l'Amazonie et un autre symptôme serait, je crois qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, que Krenak, donc, dont Rita Carelli est entre autres la plume, il est membre de l'Académie brésilienne des lettres, c'est-à-dire c'est pour la première fois, je crois qu'il est le premier qui n'est pas, c'est pas l'Académie de la langue portugaise ou brésilienne, c'est l'Académie des lettres brésiliennes. Donc c'est aussi un auteur qui peut parler une autre langue et qui peut être reconnu comme académicien. Mais en dehors de ce regard vers l'intérieur, ce qui est fascinant et ce qui distingue, je pense, la littérature contemporaine de celle des générations précédentes, c'est qu'il y a une vraie ouverture sur l'extérieur, dont pour moi le plus grand représentant certainement est Bolaño, qui a vraiment ouvert, qui à la fois s'est situé comme ça sur les deux siècles, le 20e et le 21e, enfin en s'approchant du 21e siècle, il a aussi ouvert la littérature latino-américaine
sur... voilà, c'est une littérature qui est construite sur les frontières et le dépassement des frontières. Et là, l'autre romancier qui réunit formidablement les deux est un auteur que vous avez dans le catalogue, Bernardo Carvalho, qui a à la fois un regard sur l'Amazonie et puis un regard sur le monde entier. Donc, je voulais peut-être vous entendre d'abord sur votre regard que vous jetez sur cette manière qu'a la littérature latino-américaine de s'articuler par rapport au monde extérieur, qui me semble vraiment quelque chose qui n'était pas présent auparavant. Oh, mais il y a eu une critique et une déconstruction des notions de littérature latino-américaine, d'abord, comme ensemble construit de l'extérieur par des univers universitaires, académiques, étrangers, même à l'Amérique latine. Et en Amérique latine, on sait bien que la notion d'Amérique latine, nous sommes ici à la Maison de l'Amérique latine, a été une notion induite par des Français au XIXe siècle. Donc voilà. Donc cet ensemble, comme littérature latino-américaine, il a été un peu déconstruit après, non pas la génération qui a immédiatement suivi celle du boom de la littérature latino-américaine, qui a été vraiment un très grand moment de reconnaissance justement et d'internationalisation de cette littérature dite latino-américaine et de reconnaissance des uns et des autres au sein de cet ensemble. Enfin, il y avait un esprit de communauté réelle des grands membres du boom, bon voilà. Mais dans les années, on va dire début des années 90 déjà, il y a cette déconstruction un peu plus tard aussi, début des années 2000, de l'ensemble de la littérature latino-américaine, toujours par les mêmes jeunes gens, soit au Chili, soit au Mexique, non, les gens du crack, qui critiquent la notion de littérature latino-américaine et qui disent que chacun des écrivains, ou chacune des écrivaines, mais parle au masculin, je crois. Malheureusement pour lui, Volpi, à ce moment-là, a comme devoir de la détruire pour la reconstruire, mais de façon non pas collective, mais individuelle. Donc c'est tout à fait différent. Comme voilà, c'est considérer les littératures depuis une perspective post-nationale. Maintenant, il y a l'imaginaire de la littérature mondiale qui est réapparu. Évidemment, ça n'a plus la notion de Goethe et de la littérature et de la littérature mondiale qui remplace un peu d'ailleurs le domaine des comparaisons et influences entre littérature de la littérature comparée. Et évidemment, Bolaño serait l'auteur peut-être le plus connu de ceux qui seraient entrés dans cette espèce de canon de la littérature mondiale. Mais il faut dire qu'il conçoit, d'abord il travaille en mettant à la place d'honneur la littérature latino-américaine. En quelque sorte, il est désigné comme dernier latino-américain, un peu ironiquement, mais avec empathie par Jorge Volpi, un peu un grand représentant de ce que serait et ce qu'avait été la grandeur de cette littérature hispano-américaine du boom, alors qu'il n'est plus du tout du boom, qu'il est en rupture avec le boom. Et il met en valeur réellement la littérature latino-américaine en jouant, parce qu'il est extrêmement joueur, sa littérature, et son discours sur la littérature est très sérieux et très ludique, joueur, véritablement. Donc en déconstruisant, en jouant, moi je dis qu'il joue au jeu du canon littéraire, comme avec les pièces d'un puzzle, qui déplace, et donc il peut imaginer le futur de la littérature européenne, nord-américaine, latino-américaine et un peu mondiale, dans les 2 siècles à venir, dans un passage assez héroïque de son petit roman Amuleto, très très drôle, où une sorte de transe médiumnique permet de faire des prédictions sur l'avenir des littératures, mais tout en inventant un avenir à Sartre, réincarné dans un enfant chinois, enfin je dis Sartre, mais c'est peut-être un autre, à Beckett, etc. Il replace énormément d'auteurs latino-américains au centre, dans cet ensemble-là, sans discrimination, sans régionalisation, et lui-même donc inscrit un peu des sortes
d'histoire, on va dire d'histoire alternative, comme le fait aussi Vilamatas, d'une certaine façon, de la littérature, depuis les avant-gardes, par exemple, mais même de l'histoire de la poésie, entre différentes langues. La littérature, c'est un ensemble qui traverse l'ensemble des langues. Donc, du point de vue de Bolaño, il y a des transmissions qui se font dans les récits, dans les intrigues romanesques, entre littérature allemande, littérature russe, voilà, c'est littératures européennes en général, et littérature latino-américaine. Donc voilà, ça c'est l'exemple. C'est à l'intérieur de l'œuvre, la manière dont c'est traité, dont c'est représenté, dont on joue avec toutes ces valeurs et ces dissymétries des aires culturelles et des aires littéraires. Ça, c'est dans l'œuvre. Mais il y a aussi la place de Bolaño dans le canon littéraire. C'est vrai qu'il a déplacé et peut-être un peu laissé dans l'ombre d'autres écrivains sur le moment, mais plus maintenant. C'est passé un petit peu. Et il y a aussi un phénomène général de nomadisme d'écrivains latino-américains qui vivent un peu partout, en Europe, aux États-Unis, ailleurs, voilà. Et il y a aussi même des Espagnols qui écrivent sur des sujets latino-américains récemment, par exemple. Donc on est dans une sorte d'économie d'échange, et je trouve ça magnifique. Voilà. À propos Bolaño, j'ai entendu un auteur mexicain une fois se plaindre du mexicain que tenterait de singer, entre guillemets, Bolaño, alors qu'il était moi, je ne peux pas évaluer cette question, mais je la trouve intéressante dans la mesure où, avec l'identité latino-américaine, vient évidemment aussi la question de la langue, alors en l'occurrence hispanophone, mais quel est sur les langues. Oui, enfin, c'est juste par rapport, une anecdote par rapport à lui, parce que j'ai un des auteurs qui est venu ici une fois à une tribune m'avait dit donc qu'il trouvait le Mexicain laissé à désirer de Bolaño. Je suis discret. Donc moi je voulais, parce que le temps file malheureusement, et je crois qu'il faut déjà passer à la dernière question, je voulais vous demander tout droit, tout à l'heure vous parliez très bien de cette nécessité et des ressorts d'affirmer une identité et de défendre sa place et de défendre pour les peuples autochtones. Mais je voulais vous citer une phrase qu'avait écrite dans un contexte tout à fait différent l'écrivain italien Claudio Magris au sujet de la littérature qui peut être un langage audible pour tout le monde, ou qui soit justement le langage qui permette peut-être de momentanément suspendre les antagonismes ou les différences entre une histoire donc de la colonisation, une grande violence, et une histoire tue et rendue invisible pendant des siècles. Et donc, il parle, donc, c'est dans une discussion qu'il a eue avec Mario Vargas Llosa, c'est pour ça que je suis tombé sur cet extrait, il parle de la littérature comme étant quelque chose qui fait appel à des unités plus grandes et dont ferait partie la culture, et il précise notamment la plus grande, donc je cite, la plus grande ouverture au dialogue avec d'autres systèmes de valeurs doit coexister avec le sentiment profond que certaines valeurs relèvent de ce qu'il appelle l'universel humain et de ces lois non écrites des dieux affirmées par Antigone, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des choses qui sont précisément peut-être fournissent à la littérature de la matière parce que ça échappe aux règles, aux lois prescrites. Est-ce qu'il y a une langue commune où peut-être un univers makushi ou autre, autochtone, peut rencontrer un univers littéraire du canon européen ou latino-américain? Ah oui, bien sûr, la littérature autochtone, avec plusieurs auteurs, ils parlent toujours sur les sujets en fait qui parlent avec tous les humains. On parle des morts, on parle des trahisons, on parle des ragots, on parle des tristesses. Et donc on peut trouver tout, en plus encore, cette humanité dedans la forêt. Encore dans les plantes, dans les animaux, qui nous approche encore d'une humanité que l'Occident n'a jamais connue, en fait, et que le peuple autochtone connaît encore. Ils partagent, parce qu'ils partagent la médecine ici.
Je suis un peu surprise de savoir que beaucoup de peuples autochtones d'Amazonie viennent ici en Europe faire des médecines, faire des cérémonies. Et donc, ce n'est pas une connaissance qui s'était un peu juste isolée avec nous. Et ça aussi vient à la littérature. Et un mouvement qui c'était très intéressant, qui commence à s'arriver à cause des traductions au Brésil, c'est que la littérature francophone arrive au Brésil et anglais aussi, et des États-Unis aussi arrive au Brésil en portugais. Et comme ça, on peut les connaître et rajouter, on peut être ensemble avec ces autres autochtones d'autres parties du continent. Et c'est ça que je voulais arriver. Nous, on a un projet dans la théorie de la littérature et aussi dans les mouvements politiques, parce qu'ils marchent ensemble, de ne pas appeler Amérique. On les dit Abiyala. Je ne sais pas si vous avez entendu ce nom, mais Abiyala, c'est le troisième étage de la cosmogonie du peuple Kuna, du peuple du Panama. Et c'est-à-dire terre madure, terre mûre, terre prête pour habiter. Et ça, ce mouvement a commencé dans les années 1970 et il est partagé encore. Abiyala, c'est-à-dire comment on reconnaît les noms du continent. Peut-être on va voir pendant 200 ans, on a dit après, la maison d'Amérique latine trace Abiyala. Au Maloca, on peut le dire comme ça, mais Abiyala c'est un mouvement réel parce que nous sommes ici au sud, on veut dire l'Amérique latine, au sud, là, mais au Canada par exemple, on a des autrices, ce sont des femmes qui écrivent sur le présent, elles parlent de drogue, le mouvement des milices qui entrent dans les communautés, de la violence contre le territoire, ou comme des peuples autochtones tuent les animaux, et comme ça devient un genre d'horreur. Il commence à écrire, le genre d'horreur est tellement riche dans la littérature du Canada, des romans du Canada. Et aussi de la littérature anglaise, on commence à lire ça, à acheter, parce qu'il y a la traduction aussi au Brésil, donc on est plus proche. Ce mouvement d'Abiyala nous connecte avec le Canada, nous connecte avec aux États-Unis parce que ça, on reconnaît comme Abiyala. Il nous fait aussi aussi le mouvement de se connecter avec les écrivains d'autres pays, mais qui sont autochtones, par exemple comme Nouvelle-Zélande. Il y a une sociologue autochtone qu'elle lit, tout le monde lit elle au Brésil. Donc, je voulais dire que dans les romans et aussi dans les contes, dans la poésie autochtone au Brésil, on parle en plus que l'identité. On parle en plus que notre résistance politique, on parle en plus que notre souffriment. Souffrance. On parle de choses qui même vous qui êtes française, italien, arabe, des autres nationalités qui sont ici, pour le dire, oh, ça s'est arrivé avec moi. Mais c'est ça, mais c'est vrai aussi qu'on ne peut pas oublier l'histoire coloniale qui se tombe vers nous. Parce que, la historiographie oublie toujours. Donc c'est notre rapport, notre travail de le faire. Et bon, juste, je voulais dire, pour le dire qu'il est arrivé un livre au Brésil qui s'appelle Never Whistle at Night. Jamais souffle le soir. Jamais siffle la nuit. T'imagines 20 auteurs des États-Unis et Canada qui écrivent des contes, récits, d'horreur, de genre d'horreur, et qui va ramener les esprits qui sont, on peut le dire, du mal, ou va ramener des histoires psychologiques qui aussi ça va tomber sur ce genre. Il était traduit au Brésil et je l'ai fait les préfaces de ce livre pour le dire qu'on a une diversité déjà des écrivains qui écrivent des longues histoires, longues narratives. Et ça pour travailler, c'est pas ça pour toujours travailler des sentiments qui au Brésil, autochtone ou même en Suisse, on va se connecter.
Merci beaucoup. Le temps file vers moi. Je crois qu'on a le temps pour une question, si quelqu'un. Oui, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je voudrais rajouter seulement une chose, il a lu sur l'universalité. L'universalité des luttes des femmes, vous pourrez voir comment elle est pratiquée avec, si vous lisez, Betty Midlin, qui a fait un recueil de contes de la tribu d'Amazonie où elle travaillait, et qui ça s'appelle Moqueca de Maridos, le fricassé de mari, nous l'avons publié, et sous-titre Récits érotiques d'Amazonie. C'est un peu commercial, mais je vous garantis que c'est de la libération de la femme comme on aime. Un peu cruelle, mais bonne. Voilà, je voulais vous dire que c'est universel. Comment on peut traduire safadeza en français? Safadeza. Un livre de safadeza. C'est un livre très, très érotique. Je vous recommande aussi. Avec Très bon. un ton un peu cru aussi dedans. Oui. L'offrez pas à vos maris parce que le mien était terrifié. Il m'a dit c'est ça qui te fait rire. Les maris ont peur. Bon, merci beaucoup. Là, je crois qu'il faut céder la place à la prochaine table ronde. Merci de votre venue. Merci beaucoup à Anne-Marie, à Poudroy et à Florence. Merci beaucoup.